Bonjour à tous, cette vidéo constitue la deuxième partie du cours sur les produits scalaires. On y parlera de normes et notamment de normes associées à un produit scalaire et d'orthogonalité une fois un produit scalaire donné. Alors, le point numéro 2 concerne donc les normes. Bon, on va passer assez vite sur la notion générale de norme pour s'intéresser à la norme associée à un produit scalaire. Donnons quand même la définition générale. Sur un R espace vectoriel en particulier, vous verrez l'année prochaine que on peut généraliser un K espace vectoriel. Ici, je prends un R espace vectoriel, une application N qui va de E étant un R espace vectoriel dans R, est une norme. Donc une norme, c'est une application, comme un produit scalaire. Si et seulement si les propriétés ci-dessous sont vérifiées. Alors, pour tout x appartenant à E, n de x est supérieur ou égal à 0. On appelle ça la positivité. Pour tout x appartenant à E, n de x égale 0 si, alors, x égale le vecteur nul. Je reviendrai dans quelques secondes là-dessus, mais en fait, on verra ici qu'avec le point 3, on peut mettre un si et seulement si, ici. Le point 3, justement, propriété d'homogénéité. Le point 3, pour tout x appartenant à E et pour tout lambda appartenant à R, la norme de lambda x, c'est valeur absolue de lambda fois la norme de x. C'est pour ça que je disais que si par exemple vous mettez lambda égale 0, ça vous donne norme du vecteur nul égale valeur absolue de 0 fois norme de x. Autrement dit, ça assure que la norme du vecteur nul, c'est toujours 0 et qu'ici, il y a une équivalence. Enfin, quatrième point, pour tout x y appartenant à E, l'application M doit vérifier l'inégalité dite triangulaire, norme de x plus y, inférieure ou égale à la norme de x plus norme de y. Alors, vous voyez que ce que j'ai appelé double barre à la fin de la vidéo précédente est un bon candidat pour être une norme. Les points 1, 2 et 3 ont été vérifiés. Il ne restera plus à montrer que la norme que j'avais dite associée à un produit scalaire vérifie l'inégalité triangulaire. Alors, donnons quelques exemples de normes. Alors, dans Rn, pas forcément appliqué à un produit scalaire, mais ici, les normes les plus utilisées dans Rn, donc la norme dite 1, pour un n uplé x1 jusqu'à xn, n1 de x, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des valeurs absolues de xk. Alors, je vous laisse faire ça en exercice, tous ces points sont vrais là, et cette application, alors, ce qu'on appelle la norme n1, c'est l'application qui a x associe n1 de x. On peut aussi prendre n2 de x, alors celle-là vous la connaissez mieux. C'est donc n2 de x est défini par n2 de x égale la racine de la somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk carré. Vous voyez que dans R2 ou R3, c'est ce que vous appelez la norme usuelle. Et on verra que celle-là, elle est associée à un produit scalaire. Alors, je donne deux, trois autres exemples de normes dans le cas général. Et on parle de distance avant de s'intéresser donc à la norme spécifiquement associée à un produit scalaire. Toujours dans le cadre des exemples de normes dans Rn, on généralise les normes N1 et N2 à ce qu'on appelle la norme NP, où P est dans N étoiles. C'est la racine Pm de la somme pour k égale 1 jusqu'à p des puissances Pm des xk. Alors, là encore, je vous laisse vérifier. Attention, l'inégalité triangulaire est pas si évidente. Vous pouvez laisser ça pour plus tard, mais on vérifie que l'application NP, qui a x associé NP de x, est bien une norme. Mais on peut prendre aussi ce qu'on appelle la norme infinie de x. Ça, c'est le max pour k appartenant à 1n. Des xk. Là, vous pouvez vérifier très facilement que ce qu'on appelle la norme infinie, l'application qui a nx associe n infini de x, est bien une norme. Un exemple peut-être dans un espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie, l'espace des fonctions continues d'un segment AB dans R, A et B ayant le bon ordre. A
dans R, B dans R, A strictement plus petit que B. Une norme qu'on a, je pense que j'ai déjà employé ce terme, la norme infinie d'une application f continue, c'est la bande sup de la valeur absolue de f sur AB. Cette bande sup existe parce qu'on sait que f étant continu sur un segment, elle y est bornée. En fait, le sup est d'ailleurs atteint. Et ça, on pourrait écrire max, mais enfin, écrivons, on dit souvent que la norme infinie, c'est la norme du sup. C'est valable d'ailleurs pour toutes fonctions qui sont bornées. On peut aussi adapter la définition NP vue dans Rn en appelant la norme indice P de f la racine Pn ou la puissance 1 sur P de l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f exposant P. Attention, si vous voulez mettre des variables d'intégration, il faut écrire f de t exposant p dt. Regardez par exemple pour p égale 2, la norme 2 d'une fonction comme ça continue sur AB, c'est la racine de l'intégrale de AB de son carré, c'est-à-dire la racine du réel intégrale de A à B de f carré de t dt. Alors, voilà pour ces quelques exemples de normes quelconques. Dès qu'on a une norme, on peut aussi définir ce qu'on appelle une distance. Si n est une norme sur E, c'est-à-dire une application de E dans R qui a les propriétés 1, 2, 3, 4 précédentes, on appelle distance de x à y, x, y étant deux vecteurs de E. Le réel d de x, y, c'est la norme de la différence, x moins y. On montre alors, et là aussi je vous laisse faire la preuve en exercice, à l'aide des propriétés 1, 2, 3, 4, que la distance a les propriétés suivantes. Pour tout xy appartenant à E carré, la distance de x à y est positive. Ça, c'est évident. Une norme est toujours positive. La distance est nulle si et seulement si x égale y. Ça aussi, c'est clair, puisque une norme est nulle si et seulement si le vecteur ici auquel elle s'applique est nul. C'est-à-dire si et seulement si x moins y égale 0. Pour tout xy appartenant à E carré, la distance de x à y égale la distance de y à x. Alors ça c'est vrai parce que la norme de moins x, si vous prenez lambda égale 1 dans la propriété d'homogénéité, ça fait norme de x. Norme de moins x, c'est norme de x. Donc norme de x moins y, c'est norme de y moins x. Le troisième point est assez facile à montrer. Une fois qu'on a l'inégalité triangulaire pour n, on montre que la distance de x à y est plus petite que la distance de x à z plus la distance de z à y. Vous voyez qu'on peut intercaler comme ça un z. L'exercice est à faire, est assez intéressant, notamment le troisième point. Alors, vous voyez que quand on dispose d'une norme sur un espace, on peut comme ça savoir à quelle distance sont situés les éléments l'un de l'autre. Alors, voilà pour la notion générale de norme. Alors, parlons des normes qu'on appelle hilbertiennes lorsque l'espace auquel elles s'appliquent est de dimension infinie, ou euclidienne, le plus souvent d'ailleurs, quand l'espace auquel elles s'appliquent est de dimension finie. Ce sont des normes qui sont associées à un produit scalaire. Pour les définir, il nous faut un produit scalaire. Disons qu'on l'appelle crochet, comme tout à l'heure, avec ici les deux petits points qui symbolisent l'endroit où les x et y vont être insérés au moment du calcul. Ce produit scalaire sur E étant défini, je vous rappelle ce que c'est, une forme bilinéaire, symétrique, définie positive. Alors, l'application qu'on peut appeler double barre et qui va de E dans R et qui à tout x associe la racine de x scalaire x, est une norme sur E. Une norme au sens où on la définit au point de 1. C'est-à-dire qu'elle vérifie les propriétés de positivité, séparation, homogénéité et inégalité triangulaire. Une petite remarque, donc pour x appartenant à E, la norme de x, c'est la racine de x scalaire x. La racine est en général assez pénible à manipuler, donc on écrira souvent norme de x, la norme de x au carré égale x scalaire x. Vous remarquez que je dis déjà norme au lieu de double barre, comme si la preuve avait déjà été faite.
Bon, c'est vrai que le double barre, c'est un petit peu pénible à dire. Alors, montrons que cette application est bien une norme. On a déjà vu à la fin de la vidéo précédente que pour tout x appartenant à E, si double barre de x est allé, je dis norme, si norme de x est positif, toujours positif, et si c'est nul, alors x égale 0. On a la positivité, ce qu'on appelle la séparation. Pour tout x appartenant à E et pour tout lambda appartenant à R, vous voyez que si vous appliquez la norme de lambda x, alors attention, là il manque un lambda, j'ai écrit trop vite ma propriété. La norme de lambda x, c'est valeur absolue de lambda fois norme de x. En effet, si vous glissez un lambda ici et là, il sort lambda carré sous la racine, et racine de lambda carré, c'est valeur absolue de lambda. Qu'est-ce qui reste à voir? Uniquement que notre application ici vérifie l'inégalité triangulaire. Alors, prenons x et y dans E, on va faire deux calculs. D'abord, la norme de x plus y, le tout au carré, et d'autre part, la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. Vous voyez que ce qu'il y a sous les carrés, si j'ose dire, sont des réels positifs. Donc, si celui du haut est plus petit que celui du bas, la norme de x plus y sera plus petite que la norme de x plus la norme de y, ce qui est l'inégalité triangulaire. Alors, que vaut norme de x plus y au carré? Par définition, c'est x plus y scalaire x plus y. Mais, on l'a vu, on s'est développé ça par bilinéarité. Il y a x scalaire x plus x scalaire y plus y scalaire x, mais comme le produit scalaire est symétrique, ça fait 2x scalaire y. Là, je vous rappelle que x scalaire y égale y scalaire x, plus enfin y scalaire y. À la fin, oui, mais x scalaire x, c'est norme de x au carré, et y scalaire y, c'est norme de y au carré. D'autre part, norme de x plus norme de y, le tout au carré, alors là, c'est une inégalité, c'est une égalité classique sur les réels. Ça fait norme de x au carré, plus 2 fois norme de x plus norme de y, plus norme de y carré. Alors, on veut montrer que ça, c'est plus petit que ça, mais ce que l'on sait, c'est que la norme de x, le produit scalaire de x avec y est toujours plus petit que sa valeur absolue, qui est, et c'est ça qui va nous permettre de conclure, plus petit que norme de x fois norme de y. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Ici, valeur absolue d'un produit scalaire, c'est plus petit que norme de x fois norme de y, au sens où, je l'ai écrit là, racine de x scalaire x fois racine de y scalaire y. Voilà qui va nous permettre de terminer. Pour terminer, il suffit de remarquer donc que les scalaires norme de x plus y et norme de x plus norme de y sont positifs. L'inégalité sur les carrés qu'on vient d'obtenir donne l'inégalité triangulaire voulue. Alors, ainsi, l'application double barre que j'appelais quand même norme depuis quelques minutes est en fait vraiment une norme. On dit que c'est la norme associée au produit scalaire crochet que l'on avait mis en place. Voilà pour ce vocabulaire. Par exemple, dans Mn de R muni de son produit scalaire canonique, si on prend une matrice carrée Mn, avec les notations qu'on a mis en place, la norme de A, pour associer au produit scalaire canonique, c'est la racine de A scalaire A. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de l'écrire, soit en utilisant la trace, donc c'est trace de transposer de A fois A, puisque le produit scalaire c'est trace de transposer de A fois B, là c'est trace de transposer de A fois A. La racine carrée au-dessus, je vous rappelle que ça signifie aussi que c'est la racine de la somme de tous les coefficients de A, le tout au carré. Alors, une propriété qui concerne cette inégalité triangulaire, c'est les cas d'égalité. Quand est-ce qu'il y a égalité? Quand dans l'inégalité triangulaire. Alors, hop, voilà la proposition. Soit donc la norme double barre associée au produit scalaire crochet sur E pour un couple xy de E carré. La norme de x plus y égale la norme de x plus la norme de y. Attention, si et seulement si, hein, ça va juste après. J'annonce pas que ceci est vrai, j'annonce que ceci est vrai si et seulement si. Alors, l'un est nul ou l'autre est un multiple de celui-ci par un nombre
réel positif. X égale 0 où Y est un multiple positif de X. En échangeant le rôle de l'un et l'autre, ça fait Y égale 0 où X est un multiple par un scalaire positif de Y. On dit dans ce cas-là que les vecteurs X et Y sont positivement liés. Ils forment une famille liée, puisque dans les deux cas, vous voyez que la famille X, Y est liée, mais le coefficient de proportionnalité donnant l'un en fonction de l'autre est positif. Alors, on va démontrer ça. Pour faire la preuve, on commence par remarquer que les réels norme de x plus y d'une part et norme de x plus norme de y d'autre part sont des réels positifs. Donc ils sont égaux si et seulement si leurs carrés le sont. Or on peut reprendre les expressions vues dans la preuve précédente de justement ces scalaires, norme de x plus y au carré et norme de x plus norme de y au carré. Je vous rappelle que le premier c'est norme de x au carré plus 2x scalaire y plus 2 norme de y au carré. Celle-ci, en revanche, c'est norme de x au carré plus 2 fois norme de x fois norme de y plus norme de y au carré. L'égalité a lieu si et seulement si 2 produits scalaires de x avec y égale 2 fois norme de x fois norme de y. En enlevant les deux, on obtient donc cette égalité-là, enfin cette condition nécessaire et suffisante. Produit scalaire de x avec y égale norme de x fois norme de y. C'est là que j'ai utilisé les expressions vues précédemment. Alors ça, je vous laisse voir que ça équivaut à d'une part x scalaire y supérieur ou égal à 0 et donc égal à sa valeur absolue qui elle-même vaut norme de x fois norme de y. On se convainc assez rapidement que cette équivalence est assez évidente. Alors, et on a vu ça là, l'égalité valeur absolue du produit scalaire égale norme de x fois norme de y, ça on l'a vu, c'est ce qu'on appelle un cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça a lieu si et seulement si la famille x, y est liée dans E. Autrement dit, notre égalité dans l'inégalité triangulaire a lieu si et seulement si une propriété que j'ai appelée P est vraie, la famille x, y est liée dans E avec un produit scalaire entre les deux positif. Alors, supposons que cette propriété P soit vérifiée. On a x égale 0, ça peut arriver, et si x n'est pas nul, alors on a y comme est un multiple de x, puisque je vous rappelle, si une famille est liée et que l'un n'est pas nul, l'autre est un multiple de celui-ci par un scalaire. Donc y égale alpha x, ou alpha pour l'instant est dans R. Oui, mais on a la propriété x scalaire y positif. Or, si vous remplacez y par alpha x, vous pouvez le sortir par linéarité par rapport à la deuxième place. Je rappelle que le produit scalaire est bilinéaire, lui. Vous obtenez alpha facteur de x scalaire x. X scalaire x, c'est la norme de x au carré. Comme x n'est pas nul, c'est strictement positif. On déduit que alpha, lui, est positif. Ainsi, on a donc, je vous ai dit, soit x égale 0, et si ce n'est pas le cas, y égale alpha x avec alpha dans R+. Et donc, eh bien, si l'égalité a lieu dans l'inégalité triangulaire, on a x et y positivement liés réciproquement si c'est le cas, c'est-à-dire si x égale 0 ou y égale alpha x avec alpha supérieur ou égal à 0, je vous laisse vérifier. Pour x égale 0, c'est évident, ça fait 0 qui est bien positif, et 0 avec y c'est lié. Si y c'est alpha x avec alpha positif, ça fait alpha fois norme de x au carré, c'est positif, et évidemment x et y sont liés. Autrement dit, P est vérifié et l'équivalence voulue a lieu. Alors vous voyez, l'inégalité triangulaire, elle porte bien son nom, si j'ose dire. Si on dessine comme ça en pointant là le vecteur nul, le vecteur x, le vecteur y, le vecteur x plus y, la longueur verte ici, là c'est norme de x. La longueur verte ici, c'est norme de y. Et la longueur rouge ici, c'est norme de x plus y. Donc norme de x plus y est plus petit que norme de x plus norme de y. Et il y a égalité, on imagine bien, quand ce point est situé sur la même droite au x, là, et du côté de x, et pas de l'autre côté. Autrement dit, quand x et y sont positivement liés. Là, j'ai raisonné plutôt avec un
x non nul. À retenir donc ce cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire concernant norme associée à un produit scalaire. Dans les points qui suivent, intitulés 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6, on voit quelques propriétés liant produits scalaires et normes associées. D'abord, 3 qui ont été regroupées sous le nom d'identités remarquables parce qu'elles font très fortement penser à des identités connues depuis la 3e, je crois. Alors attention, le polycopier introduit le nombre de carrés scalaires. Je n'aime pas trop cette notation. Je préfère que vous gardiez norme autour de x. Norme double barre étant celle associée au produit scalaire crochet sur E. Pour deux vecteurs x et y dans E, on a alors ces trois égalités, regardez, alors norme de x plus norme de y au carré, et vous voyez que ça fait penser à a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Mais ça, c'est pas un produit au sens d'une loi de composition interne, donc faites attention, avec deux vecteurs, on fabrique un scalaire. Là aussi, j'aime pas l'expression y carré. On peut s'en servir quand on a une certaine habitude. Je vous conseille de garder la norme pour l'instant. Donc je répète, norme de x plus y, le tout au carré, c'est norme de x carré plus 2x carré y plus norme de y au carré. Déjà vu. Si on remplace y par moins y, ça ne change pas. Le produit scalaire étant bilinéaire, il y a de linéarité par rapport à la deuxième variable, ce qui amène à moins. Et ça ne change pas puisque, par homogénéité, la norme de moins y, c'est la norme de y. On a donc x moins y en norme au carré égale norme de x, attention, oula, j'ai oublié le carré ici, moins 2 norme de x, 2x scalaire y, plus norme de y au carré. Et évidemment, ça fait penser à a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré, mais attention, même restriction que ci-dessus. Il faut quand même donner un sens aux objets. Et pour l'instant, mettons des carrés uniquement sur des nombres. Enfin, si vous développez x plus y, scalaire, x moins y, alors il va venir x scalaire x, ça fait norme de x au carré, plus x moins x scalaire y, plus y scalaire x, mais comme x scalaire y et y scalaire x, c'est le même réel, ça fait 0. Et enfin, il va venir moins y scalaire y. Autrement dit, ça fait norme de x le tout au carré moins norme de y au carré. Ça fait évidemment penser à a plus b fois a moins b égale a carré moins b carré. Mais là encore, c'est pas un fois, et là, c'est pas un carré au sens d'une multiplication interne. Bon, néanmoins, retenez ces trois identités remarquables liant produit scalaire et norme. Dans le même type de registre, mais en privilégiant le produit scalaire d'un côté, la norme de l'autre, on appelle ça les identités de polarisation. À savoir les égalités qui permettent de retrouver le produit scalaire quand on connaît la norme. Alors, il y en a trois. Vous voyez que à partir de celle-ci, il suffit d'isoler x scalaire y pour avoir x scalaire y égale 1 demi de norme de x plus y au carré moins norme de x au carré, moins norme de y au carré. Dans la deuxième, si on isole, là encore, x scalaire y, on obtient x scalaire y égale 1 demi de norme de x au carré plus norme de y au carré moins norme de x moins y au carré. Et enfin, une qui est sans doute la plus utile, en termes de polarisation, en tout cas la plus symétrique, c'est x scalaire y. Alors là, vous faites regardez, hein, si vous ajoutez ici, si vous faites ça plus ça, là, ça fait 2x scalaire y égale norme de x plus y au carré moins norme de x moins y au carré. Donc 2x scalaire y égale 1 demi de norme de x plus y au carré moins norme de x moins y au carré. C'est-à-dire que x scalaire y vaut 1 quart de la somme de x plus y en norme au carré moins la différence de x et y en norme au carré. Alors celle-là est quand même assez utile hein, parce que vous voyez elle est très symétrique et elle permet de reconstruire le produit scalaire quand on connaît la norme, ce qui peut s'avérer utile. Alors on enchaîne comme ça deux autres points où on donne des identités
liant produit scalaire et norme. Voyons maintenant la propriété dite de Pythagore. Alors bon, c'est bien sûr un nom emprunté à la géométrie, mais dans un contexte beaucoup plus large. Hein. On a vu que la notion de produit scalaire était très générale. Alors, toujours double barre étant la norme associée à un produit scalaire choisi sur E. Pour un couple XY appartenant à E, on a, alors c'est tout simple, mais c'est bon hein, de se le rappeler, la norme de x plus y, le tout au carré, égale la norme de x au carré plus la norme de y au carré, si et seulement si le produit scalaire de x avec y est nul. Vous voyez qu'avec le petit schéma de tout à l'heure où j'avais représenté les vecteurs x, y et x plus y, ça correspond à la situation où le triangle est orthogonal. D'où le nom de Pythagore. L'orthogonalité va d'ailleurs jouer un rôle très important, hein, c'est la suite de notre cours. Bon, la preuve est évidente puisque cette quantité c'est norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 fois x scalaire y. Attention, le si et seulement si ne fonctionne que si vous avez deux vecteurs. Par exemple, si on prend trois vecteurs x, y et z dans E, si je calcule le carré de la norme de x plus y plus z, alors vous pouvez développer, hein, ça c'est, je vous le rappelle, x plus y plus z scalaire lui-même. Il vient x scalaire x, donc norme de x au carré, plus y scalaire y, norme de y au carré, plus z scalaire z, norme de z au carré. Et puis les doubles produits, en effet, x scalaire y et y scalaire x peuvent se réunir sous la forme 2x scalaire y à cause de la symétrie. Idem pour x scalaire z et y scalaire z. Alors, vous voyez, si les vecteurs ont 2 à 2 des produits scalaires nuls, à savoir x scalaire y, x scalaire z et y scalaire z, tous les trois nuls, on dira 2 à 2 orthogonaux bientôt pour ces vecteurs. Alors, dans ces cas-là, le carré de la norme de leur produit, c'est leur somme, pardon, le carré de la norme de la somme, c'est la somme des carrés de leur norme. Mais l'implication réciproque est fausse. On peut très bien avoir cette égalité sans que ces trois-là soient nuls, puisqu'ils peuvent s'annuler, hein, l'un étant négatif et égal à l'opposé des deux autres. Donc attention, le si et seulement si n'a lieu que pour deux vecteurs. En revanche, si des vecteurs ont des produits scalaires 2 à 2 orthogonaux, alors le carré de la norme de leur somme, c'est la somme des carrés de leur norme. De façon générale, ceci se retrouve pour n vecteurs plutôt que 3. Si on calcule la norme au carré de la somme pour k égale 1 jusqu'à n de vecteurs que j'ai appelés vk, on va trouver la somme pour k égale 1 jusqu'à n des normes au carré de vk, plus les doubles produits, donc deux sommes pour i strictement plus petit que j, de vi scalaire vj. Ça c'est quand même assez utile. Et là, bon, vous voyez que si les vecteurs vi, vj sont 2 à 2 orthogonaux, on verra que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire si et seulement si ils ont 2 à 2 des produits scalaires nuls, alors la norme au carré d'une somme, c'est la somme des normes au carré. Mais que la réciproque n'est pas vraie. En tout cas pour plus de 2. Allez, on termine ces propriétés avec celle dite du parallélogramme. On garde ici les mêmes notations pour le produit scalaire et pour la norme associée. X et Y étant dans E carré, pardon. La norme de x plus y plus au carré plus la norme de x moins y au carré, c'est 2 fois la norme de x au carré plus la norme de y au carré. C'est cette identité qu'on appelle du parallélogramme. La preuve est quasi immédiate là encore, puisque la norme de x plus y au carré, c'est norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 scalaire de x avec y. Et si on met un moins ici, on a norme de x au carré plus norme de y au carré moins 2 x scalaire y. Quand vous ajoutez, vous voyez que les scalaires s'éliminent. Alors, pourquoi identité du parallélogramme? Parce que géométriquement, si je trace comme tout à l'heure le vecteur x et y du plan, ça là en vert, c'est la norme de x. Ici, la norme de y, la longueur du segment vert.
Ici, la norme de x plus y, on l'a vu. Et ici, donc aussi, ici, en rouge, là, la norme de x moins y. La longueur des deux segments rouges sont respectivement la norme de x plus y et la norme de x plus de x moins y. Donc la longueur au carré des diagonales, si on les ajoute, font deux fois l'ajout des longueurs au carré des côtés d'un parallélogramme. Remarquez que c'est aussi la somme de tous les côtés puisque cette longueur est égale à cette longueur et celle-ci est égale à celle-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait montré ça il y a bien longtemps en utilisant les nombres complexes. Voilà maintenant une démonstration avec des produits scalaires. Une illustration avant de passer à l'orthogonalité, justement pour faire le lien. Je l'ai pas fait au point 2.5, je le fais maintenant. Pour la propriété de Pythagore, là la situation est la suivante. La longueur verte, là c'est norme de x. Ici c'est norme de y. Y étant un vecteur. Et là la norme de x plus y, en longueur, norme de x plus y. Donc, et d'ailleurs, j'aurais dû faire la norme de y plutôt là. Ça aurait été plus visible dans le triangle. Voilà ici la longueur du segment vert et la norme de y. Et vous voyez que norme de x au carré plus norme de y au carré égale norme de x plus y au carré a lieu quand ici, hop, il y a un angle droit. Ça, c'est vrai pour le produit scalaire usuel. Alors, la notion d'angle droit n'existe pas pour l'instant pour un produit scalaire quelconque, mais on va justement définir l'orthogonalité de deux vecteurs comme le fait que le scalaire de l'un par l'autre soit nul. C'est ce qu'on va faire dans le point numéro 3 qu'on aborde tout de suite. Parlons donc d'orthogonalité dans un espace pré-hilbertien, c'est-à-dire un ensemble E qui est un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire qu'on a noté crochet. C'est ça qu'on appelle un espace pré-hilbertien pour le produit scalaire en question. On note double barre la norme associée à ce produit scalaire. Alors, la définition de l'orthogonalité de deux vecteurs est très simple. X et Y dans E sont orthogonaux si et seulement si x scalaire y égale 0, c'est-à-dire si et seulement si y scalaire x égale 0, puisque le produit scalaire est symétrique. Vous voyez que x et y sont orthogonaux si et seulement si y et x sont orthogonaux, d'où la formulation orthogonaux avec un s et pas l'un orthogonal à l'autre. Alors, une petite remarque sur le vecteur nul. Pour tout y appartenant à E, on a vu que 0 scalaire y, vecteur nul scalaire y, ça fait 0. Notamment parce que le produit scalaire est bilinéaire, donc linéaire par rapport à la première variable, et si on met 0 ici, on a 0 comme résultat. Ça veut dire en fait que le vecteur nul est orthogonal à tous les autres, avec notre définition. De plus, supposons qu'on a un vecteur x, un vecteur x de E qui soit orthogonal à tous les autres. C'est-à-dire tel que pour tout y appartenant à E, x scalaire y égale 0. Parmi les y appartenant à E, il y a lui-même. Alors on a x scalaire x égale 0. Et donc, vous savez que dans ce cas-là, l'aspect défini du produit scalaire, ça c'est une remarque, c'est la norme de x au carré. Elle est nulle si et seulement si la norme de x égale 0, si et seulement si le vecteur x égale 0. Autrement dit, 0 est le seul vecteur de E orthogonal à tous les autres. À tous les autres. C'est parfois une façon de montrer qu'un vecteur est nul, c'est de montrer qu'il est orthogonal à tous les autres. Alors, on passe maintenant à un point un petit peu plus délicat, c'est ce qu'on appelle l'orthogonale d'une partie ou d'un sous-espace vectoriel. Attention, ça va être un ensemble cette fois-ci. Attention dans ce paragraphe. On parlait jusqu'à présent de vecteurs, là on va parler d'ensemble de vecteurs.
notamment l'orthogonale d'une partie A est ici une partie non vide de E. C'est un sous-ensemble de E. C'est un ensemble contenant des vecteurs. Alors, on appelle orthogonale de A, là aussi un ensemble. Sa notation, c'est un A avec un symbole d'orthogonalité comme ça là, en haut à droite. L'ensemble donc, orthogonale de A ou A orthogonale, c'est l'ensemble des X de E qui sont orthogonaux à tous les éléments de A. Si je note grand A ma partie, ça se note donc A orthogonale l'ensemble des X appartenant à E, tel que pour tout vecteur A de grand A, X scalaire A égale 0. J'ai noté petit a les éléments de grand A pour qu'on se souvienne bien que cela est un vecteur dans A. Bon, quelques cas particuliers, quand la partie grand A est un singleton qui contient un seul vecteur, qu'est-ce que c'est que singleton? L'orthogonale d'un singleton V, ben, c'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à V. Un cas encore plus particulier, l'orthogonale du singleton 0 contient l'ensemble de tous les vecteurs orthogonales à 0. Mais ça, c'est tout le monde est orthogonal à 0. Donc, l'orthogonale du singleton 0, c'est E. Remarquez que l'orthogonale de E, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous ceux de E. Mais là, on en a vu qu'il n'y en avait qu'un. Donc, c'est le singleton 0. Attention, c'est pas 0. Hein. L'orthogonale de E, c'est le singleton qui ne contient que 0. Alors, une propriété assez simple concernant l'orthogonale d'une partie. A peut être quelconque. Son orthogonale, lui, est toujours un sous-espace vectoriel de E. Preuve, d'abord, 0 est orthogonal à tout le monde, donc à tous les vecteurs de grand A, donc il est dans grand A orthogonal. Grand A orthogonal n'est pas vide. Si on prend grand X et grand Y dans l'orthogonale de grand A, lambda et mu dans R, on a pour tout vecteur petit a de A, ou de grand A, lambda x plus mu y scalaire A égale quoi? Alors, par linéarité par rapport à la première place du produit scalaire, lambda facteur de x scalaire A plus mu facteur de y scalaire A, mais comme x est dans le grand A orthogonal, ça c'est nul, comme y est dans le grand A orthogonal, ça c'est nul. Et le tout fait 0. Donc, vous voyez que lambda x plus mu y appartient à l'orthogonale de grand A. Alors, le point non vide et stabilité par combinaison linéaire assure que l'orthogonale de grand A est un sous-espace vectoriel. On donne maintenant des propriétés de ce sous-espace vectoriel. D'abord une convention, pour que les orthogonaux d'ensemble soient tous des sous-espaces vectoriels et que les inclusions dont on va parler soient valides pour toute partie, on prend l'orthogonale de vide égale E. Alors, les inclusions dont je parle, en voici une d'abord. Si pour deux parties A et B, A est inclus dans B, alors l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A. Attention à cet échange de l'inclusion. Supposons que A soit inclus dans B, donc tous les vecteurs de A sont des vecteurs de B. Prenons un vecteur dans B orthogonal. Il est orthogonal à tous les vecteurs de B. Donc à tous les vecteurs de A, puisque les vecteurs de A sont des vecteurs de B. Autrement dit, s'il est dans l'orthogonale de B, il est dans l'orthogonale de A. On vient de montrer à l'oral cette implication. Pour A, alors maintenant une deuxième propriété. Pour A, une partie de E et X, un vecteur de E. A est dans l'orthogonale, alors bon, si on veut mettre des symboles, là, c'est pareil, A ici, X c'est dans l'orthogonale de A, si et seulement si, il est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'espace vectoriel engendré par A? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A. C'est aussi le plus petit sous-espace vectoriel contenant A, ou l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant A. Mais prenons en compte le fait qu'il est construit avec les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des éléments de A. Alors, montrons l'équivalence. Prenons d'abord A est inclus dans l'espace vectoriel engendré par A. Pourquoi? Parce que tout vecteur de A est une combinaison linéaire de vecteurs de A. C'est une fois lui-même.
Donc, si x est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A, ça veut dire qu'il est orthogonal à toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A. Donc, il est orthogonal à tous les vecteurs de A. Donc, il est dans A orthogonal. On a montré que si x est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A, alors il est dans l'orthogonale de l'espace A de A. Réciproquement, supposons que x soit dans l'orthogonale de A. Alors, on veut montrer qu'il est orthogonal à toute combinaison linéaire d'éléments de A. Prenons-en une, soit V dans l'espace vectoriel engendré par... Oula, attention, j'ai mis A. J'ai écrit trop vite. Alors, soit V dans l'espace vectoriel engendré par A. Il existe, alors, c'est un peu long à écrire, mais faisons-le. P appartenant à L étoile, 1, 1, 2 jusqu'à P des vecteurs de A, lambda 1 jusqu'à lambda P des réels, tel que V, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à P des lambda K avec A. Une combinaison linéaire de vecteurs de A. Si on calcule alors X scalaire V, on a X scalaire la somme pour K égale 1 jusqu'à P des lambda K avec A. Par linéarité par rapport à la deuxième classe du produit scalaire, où on dit souvent par bilinéarité du produit scalaire, ça, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à P des lambda K, X scalaire à K. Mais X est dans A orthogonal, donc il est orthogonal à tous les éléments de grand A et donc à tous les AK. Et ça fait 0. On a donc, vous voyez, j'ai pris X fixé. Quel que soit V appartenant à l'espace vectoriel engendré par A, X scalaire V égale 0. Ainsi, notre X, il est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A. Remarquez ce que on vient de démontrer, c'est pareil que de dire que l'orthogonale de A, c'est l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A. Puisqu'il y a équivalence des conditions d'appartenance, il y a égalité des ensembles. Voilà pour ces premières propriétés. Une dernière propriété concernant les parties quelconques, comme ça, là, A est dans une partie quelconque de E, A est inclus dans l'orthogonale de A. La preuve est assez simple, si vous prenez x à l'intérieur de A, pour tout y dans A orthogonal, x scalaire y, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que x est orthogonal à tous les vecteurs de A orthogonal, donc il est dans l'orthogonale de A orthogonal. Voilà. Alors, ce qui suit continue l'utilisation des orthogonaux, mais cette fois d'un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une partie A ou B, comme tout à l'heure quelconque, on prend F et G des sous-espaces vectoriels de E. On garde les mêmes définitions. L'orthogonale de F, c'est l'ensemble. Alors, là, j'ai pas mis F flèche et G flèche. C'est l'ensemble des X appartenant à E, tels que pour tout y de f, x scalaire y égale 0, je répète, l'orthogonale de f, c'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous ceux de f. De même, l'orthogonale de g, c'est l'ensemble des vecteurs de e orthogonaux à tous ceux de g. Alors, ces ensembles ont bien sûr les propriétés qu'on vient de voir pour les orthogonaux de parties. Tout ce qui précède, avec a et b, au lieu de f et g, est valable. Il y a d'autres propriétés qui sont, alors, spécifiques aux espaces vectoriels, j'en donne deux ici. L'intersection d'un espace vectoriel et de son orthogonale est réduite au vecteur nul. Et d'autre part, l'orthogonale d'une somme, c'est l'intersection des orthogonaux. Faisons la preuve de 1. 0 est dans F, puisque F est un sous-espace vectoriel. 0 est dans F orthogonal, puisque F orthogonal est un sous-espace vectoriel. Vous vous souvenez, les orthogonaux sont toujours des sous-espaces vectoriels. Donc, il appartient aux deux, et donc le singleton 0 est inclus dans F inter F orthogonal. Réciproquement, prenons X dans F inter F orthogonal. Alors, il est dans F, mais il est dans F orthogonal, donc il est orthogonal à tous les éléments de F. Mais dans F, il y a lui, donc il est orthogonal à lui-même.
Autrement dit, on a x scalaire x égale 0, et donc x égale 0. Ainsi, on a, bon, ça assure que si un élément est dans f inter f orthogonal, il est inclus dans 0, et ça achève la démonstration du point numéro 1. On passe à la démonstration du point numéro 2. Pour ce point numéro 2, rappelons déjà ce que c'est que f plus g. C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme un vecteur de f plus un vecteur de g. L'ensemble des x pour lesquels il existe un x1 dans f et un x2 dans g, tel que x égale x1 plus x2. Remarquons que f est inclus dans f plus g. Si x est dans f, il s'écrit x plus 0, et 0 c'est dans g. Donc tout vecteur de f est dans f plus g. De même, tout vecteur de g est dans f plus g. Avec ce qu'on a vu sur les orthogonaux, ça veut dire que l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'orthogonale de f. De même, l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'orthogonale de g. Autrement dit, l'orthogonale de f plus g est inclus dans f orthogonale inter g orthogonale. Reste à voir que l'inclusion réciproque est vraie. Prenons donc x dans l'intersection de f orthogonale et de g orthogonale. Et choisissons un y dans f plus g. Alors, justement, cet y se décompose, c'est ce qui caractérise son appartenance à f plus g, comme la somme d'un y1 dans grand F et un y2 dans g. Alors, par bilinéarité, le produit scalaire x avec y s'écrit x avec y1 et x avec y2. Mais ça, c'est 0. Pourquoi ? Car x appartient à f orthogonale et y1 appartient à f. De même, ça c'est 0, car, je vous laisse le dire, hop, x est dans g orthogonal et y est dans g. Donc finalement, ça fait 0. Ainsi, qu'est-ce qu'on a montré? Quel que soit y appartenant à f plus g, x scalaire y égale 0. Donc, notre x, choisi ici, appartient à f plus g orthogonal. J'ai pris un x appartient là, j'ai montré qu'il était là, ce qui assure que l'inclusion écrite ici est valable dans l'autre sens et finalement l'égalité des deux ensembles voulus. Alors, pour la suite, j'ai choisi de changer un petit peu la numérotation suivie dans le polycopier. Je remonte l'étude des familles orthogonales et orthonormales dans le point qui s'appelle numéro 3. Je consacrerai le point numéro 4 ce qu'on appelle aux bases orthonormales et orthogonales, c'est-à-dire à l'étude des familles orthogonales et orthonormales en dimension finie. Pour l'instant, donnons la définition quelconque, dans un espace vectoriel quelconque, d'une famille, alors, là aussi quelconque. On reprend E, un espace vectoriel, je vous rappelle, il est muni d'un produit scalaire. Je prends une famille x, i appartenant à grand I, une famille de vecteurs. Alors, i, c'est un ensemble vraiment quelconque d'indices, ça peut être, bon en général c'est n, c'est le cas assez courant, c'est quand même quand i est fini, ça sera un cas particulier important. Enfin, pour l'instant, c'est une famille indexée par des objets quelconques. La définition est assez simple. Une famille, alors on dit aussi une famille de vecteurs. Une famille de vecteurs est une famille orthogonale si et seulement si, pour tout couple d'indices i et j distincts, xi scalaire xj égale 0. Autrement dit, si les vecteurs de la famille sont 2 à 2 orthogonaux. C'est ça une famille orthogonale, une famille de vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Alors, on va voir ce que c'est orthonormal, mais d'abord une propriété des familles orthogonales. Alors, cette propriété, la voici. Une famille orthogonale formée de vecteurs non nuls et libres. Alors, on suppose que notre famille xi est orthogonale et que pour tout i appartenant à i, xi n'est pas 0. Alors, il s'agit de montrer que, bon, vous savez, toute sous-famille finie
de xi là doit être libre. C'est-à-dire que toute combinaison linéaire des xi qui est nulle a ses coefficients nuls. Construisons donc une telle combinaison linéaire. Il faut choisir I1, I2 jusqu'à In, 2 à 2 distincts dans I. Ici d'ailleurs, n appartient à n étoile. N appartient à n étoile. Hein. Ça va être la longueur de ma combinaison linéaire. On prend aussi des réels lambda 1, lambda 2 qui vont avec. Hein. Tels que la somme pour k égale 1 jusqu'à n des lambda k xik égale 0. Voilà, j'ai construit ici ce qu'on appelle une combinaison linéaire nulle de certains des vecteurs de la famille, de certains des xi. Donc, eh bien, il s'agit de montrer que tous les lambda k sont nuls. Alors, ce vecteur-là étant nul, pour un p fixé entre 1 et n, son produit scalaire avec xip, c'est 0. Mais ce produit scalaire par bilinéarité, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des lambda k xik scalaire xip. Regardez ce qui se passe ici. C'est là qu'on utilise le fait que la famille est orthogonale. Dans cette somme, tous les termes où ip n'est pas égal à ik, c'est-à-dire puisqu'ils sont deux à deux distincts où k n'est pas p, sont nuls. Tous les termes où k n'est pas p sont nuls. Il reste donc qu'un seul terme, lequel, quand k égale p, à savoir lambda p, remarquez qu'il vient xip scalaire xip, ce qui est la norme de xip, le tout au carré. Or, xip n'est pas nul, donc xip scalaire xip, enfin sa norme xip n'est pas nulle. Et c'est donc lambda p qui est nul. Bon, ceci est valable pour tout p. Hein. Je l'ai fait pour un p donné, mais ceci est valable pour tout p de 1n. Donc, quel que soit k appartenant à un n, lambda k égale 0. Quel que soit p appartenant à un n, lambda n égale à 0. Alors, eh bien, ça y est, hein, ceci assure, c'est-à-dire le fait que ceci implique cela, assure que notre famille, la famille des xi appartenant à grand I, est libre. Encore une fois, hein, toutes ces sous-familles finies sont libres. Voilà. Alors, passons maintenant à un type particulier de famille orthogonale, c'est celle qu'on appelle orthonormale. La définition, la voici. Une famille xi de vecteurs de E, indexée donc par des éléments d'un ensemble I quelconque, est dite orthonormale si et seulement si, déjà, elle est orthogonale, c'est-à-dire que ces vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, le produit scalaire de deux vecteurs distincts de cette famille fait 0. Et d'autre part, si pour tout I appartenant à grand I, la norme de xi égale 1. On dit parfois que xi est unitaire ou de norme 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille orthonormale? C'est une famille orthogonale formée de vecteurs de norme 1. Orthonormale. Alors, quand est-ce que c'est le cas? C'est le cas si, lorsqu'on prend un couple IJ appartenant à I carré, xi scalaire xj vaut déjà 0 si I est différent de J. Reste à voir ce qui vaut quand I égale J, c'est-à-dire xi scalaire xi. Xi scalaire xi, je vous rappelle que avec une racine dessus, c'est la norme de xi. Autrement dit, la norme de xi vaut 1 si et seulement si le produit scalaire de xi avec xi vaut 1. Autrement dit, les deux conditions peuvent être réunies en disant que xi scalaire xj c'est 0 si I est différent de J et c'est 1 si I égale J. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker, c'est delta IJ. Delta IJ.
Donc voilà la définition simplifiée d'une famille. On dit qu'elle est orthonormale si et seulement si pour tout couple d'indices. Dans l'ensemble des indices, xi scalaire xj c'est delta ij. 0 si est différent de j, 1 si i égale j. Alors, une propriété qui vient toute seule, d'après celle que l'on vient de montrer. Une famille orthonormale est toujours libre. Preuve, eh bien, c'est une famille orthogonale. C'est une famille orthogonale puisqu'elle est orthonormale. Orthogonale, formée de vecteurs non nuls. En effet, tous ces vecteurs sont unitaires et les vecteurs unitaires sont non nuls. Si x a une norme égale à 1, on a x, la norme de x est différente de 0, donc x n'est pas le vecteur nul. Hop, voilà, à retenir, une famille orthonormale et libre. Alors, voilà qui termine cette vidéo sur notamment la notion d'orthogonalité pour tout ce qui est la partie finale. On verra demain donc la partie du point 4 que l'on n'a pas vue et que j'intitulerai base orthogonale et orthonormale dans un espace vectoriel euclidien. Je vous rappelle qu'un espace vectoriel euclidien, c'est un espace muni d'un produit scalaire, mais qui en plus est de dimension finie. On s'occupera aussi de projection et de symétrie orthogonale. Voilà, à bientôt pour le cours numéro 3.